Bonjour David, merci énormément de répondre à mes questions aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir voir beaucoup de documentaires, pas tous, mais plusieurs et ils m'ont énormément intéressée. Ils sont extrêmement différents et en même temps, je trouve qu'il y a à chaque fois des points communs qui reviennent, des sujets communs, des obsessions communes. Comment choisissez-vous les sujets de vos documentaires? Alors je choisis toujours des sujets pour lesquels j'ai une forme d'empathie. Je fais jamais des films contre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est évidemment le thème, mais aussi, je réfléchis beaucoup à la forme du film. Et donc, quand je choisis un thème, un portrait, j'ai pas fait que des portraits, il faut que j'ai une idée sur la forme. Donc quand vous parlez de la forme, c'est-à-dire que vous avez déjà, l'idée de la narration? Vous avez déjà l'idée de comment vous allez intégrer les archives? Quand vous parlez de la forme, c'est le film en lui-même ou? Alors c'est le film, mais c'est aussi la façon dont, par exemple, enfin je dis ça, mais c'est important, j'essaye de jamais faire des films où il y a des gens qui interviennent. J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse rencontrer, heu, le sujet à travers la première personne du singulier. Donc souvent je choisis je fais des portraits où il y a un matériau qui permet, que ce soit des lettres, enfin des correspondances, heu, il y a un matériau qui permet ça. Justement, exactement, j'allais y venir après, mais peu importe. Dans votre documentaire sur Freud, c'est très intéressant parce que vous arrivez à faire revivre chaque protagoniste, de Freud lui-même et ceux qui l'entourent comme, Anna, Lou Andréa Salomé, Jung et en fait, à travers ces lettres et ces voix très, très, très singulières que vous avez choisies, on est complètement intégré dans ce film et on devient vraiment protagoniste nous-mêmes. On a l'impression qu'on va pouvoir s'allonger sur le divan à un moment ou créer, son propre cabinet et ça, c'est très, très intéressant et ce qui est rare dans ce documentaire, je trouve, par rapport à tous les documentaires que j'ai pu voir dans ma vie, c'est que justement, on est guidé par les voix et il y a pas la mention à chaque fois du nom en bas de l'écran. On a juste besoin de se référer à la voix et on est là et on avance dans les méandres de la vie de Freud et de la naissance de la psychanalyse. Oui, alors là, pour ce film, j'avais très envie qu'on entende Freud et qu'on entende la langue aussi de Freud et qu'on se rapproche aussi de qu'on se rapproche des intimes de Freud et surtout, je suis beaucoup plus intéressé au penseur et à l'homme qu'à l'histoire de la psychanalyse. Donc c'est davantage un film sur l'homme et la pensée de Freud, qu'un film sur l'histoire de la psychanalyse, même si ça, évidemment, le film aborde. Et puis j'avais aussi, pour ce film, j'avais envie d'être dans un processus de libre association, qui est en général le cadre de la cure analytique. Euh, donc j'ai travaillé par ce, par ce processus, en associant des lettres, en associant des lettres de Freud assez proches, et puis je me suis intéressé au personnage de Anna Freud. Et grâce à Anna Freud, j'ai pu me rapprocher de son père, de Freud. Donc il y a une sorte de lien comme ça entre Anna Freud, son père, et certes, quand je dis son père, Freud, euh, et les débuts de la psychanalyse. Le film aborde beaucoup les débuts de la psychanalyse. C'est vrai que les voix sont importantes parce que, au fond, les lettres ne sont pas faites pour être lues par des tiers. Donc évidemment, grâce aux lettres, on atteint une forme, de, disons, d'intimité sans filtre. Parce que je voulais pas faire un film sur Freud avec des, euh, des intervenants euh, qui auraient été au-dessus de Freud. C'est tout à fait juste et ce qui est très beau aussi, c'est que vous travaillez avec toutes ces archives visuelles, hem et pourtant on n'est pas du tout dans le passé. Quand on regarde, on a l'impression que c'est tout à fait un sujet actuel et qu'on est juste en train de regarder notre propre album de famille et notre propre histoire et ça, c'est très, très réussi.
En fait, vous avez énormément travaillé, en tout cas j'ai l'impression, l'image, le noir et blanc, le grain et Tout à on fait. passe comme ça, d'une archive à l'autre en ayant l'impression qu'elles ont toujours été tissées, les unes aux autres et c'est très, très réussi. Donc comment élaborez-vous vos films? Est-ce que vous partez du personnage d'abord? Est-ce que vous avez déjà son histoire? Vous cherchez à travers les archives? Vous commencez à écrire? Est-ce que vous passez à la caméra tout de suite? Comment vous fonctionnez? Alors je commence à écrire, mais je me méfie du processus d'écriture parce que je veux pas faire de film, s savant. Donc j'hésite côté, cet aspect, peut-être très encombrant que peut avoir le la place qu'occupe le savoir dans un film. Donc je m'intéresse surtout à ce qui semble, se secondaire, en fait. Je m'intéresse beaucoup à je pense beaucoup que ce qui semble accessoire est le principal. Donc je déplace le curseur sur des petites choses, mais qui paraissent, fondamentales pour aborder, par exemple, moi je pense à Freud. Je me suis beaucoup intéressé, au début de la vie de Freud, Mmh. à sa relation, à son propre père. Je me suis intéressé à sa relation à sa mère et à partir de ça, j'ai pu avoir une grille, disons, moins encombrée que si je m'étais tout de suite intéressé à la grande histoire. En fait, j'aime beaucoup aborder la grande histoire par un aspect, qui semble loin de la grande histoire, mais qui, au fond, est une clé pour comprendre. Oui, ce Je que sais vous pas si dites, je suis clair, mais c'est très clair. Ce que vous dites au sujet justement de Freud, vous auriez pu vous arrêter à son titre et en fait, vous arrêtez pas du tout à ce titre-là ou à ce qu'il a créé. Vous essayez de chercher vraiment, au plus profond de lui et justement les relations avec ses parents et en fait, on retrouve ça dans tous vos documentaires. Quand vous parlez, j'ai eu la chance de voir, le documentaire sur les filles de Birkenau. Donc moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement, la Shoah. J'ai trouvé ça absolument audacieux et extraordinaire. On se retrouve face à 4 femmes, non seulement elles ont un certain âge, mais elles ont un vécu, complètement incroyable et vous avez réussi à, non à nous faire oublier, par quoi elles sont passées, par la déportation, tout ça, on n'oublie pas évidemment, c'est quand même le centre du film, mais on est avec elles dans leurs relations les unes aux autres, leur énervement, leur rapport à la nourriture, leur rapport au quotidien, et grâce à ce naturel, en fait, on arrive à comprendre vraiment qui elles ont été et donc l'impact qu'a eu, la tragédie qu'elles ont vécue. oui, tout à fait. Hem, Au fond, j'avais envie de filmer 4 femmes qui ont vécu, l'expérience, enfin, les camps de Mmh. concentration, et qui ont et à l'automne de leur vie et au fond, ce qui m'intéressait, c'est qu'au fond, elles ont vécu les mêmes choses, mais elles ne ressentent pas les mêmes choses. C'était important parce qu'elles sont là, elles ont quand même entre 96 et 99 ans, Mmh. ces femmes et au au fond, je voulais faire un film sur la fin du t té Des témoignages. oui, Mmh. parce que le témoignage, c'est pas la même chose. Mmh. En témoignage, on est le tiers qui vous écoute n'est pas censé avoir vécu Mmh. ou savoir ce que vous avez, et là, c'est vrai que le récit des unes et enfin, le récit difficilement audible, dire le récit des autres est difficilement audible pour elles parce qu'elles ont vécu l'expérience de la mort, enfin l'expérience des camps de la mort. Donc j'avais envie de faire un portrait un peu différent. Et il est totalement différent. Et Et je d'ailleurs, voulais on assiste à leur agacement, tout au début. C'est une scène incroyable qui m'a même fait rire et c'est quand même dingue de pouvoir rire, parce qu'on ne lit pas de la Shoah, c'est non, autre chose, c'est qu'elles, s'agacent, elles ont une forme d'impatience. Au fond, l'histoire des autres nous intéresse peu. elles font pas semblant.
Et il n'y a pas de politesse. Et c'est ça qui est Je incroyable. crois que quand on a vécu la Shoah, on n'est pas dans cette forme-là, dans ce filtre-là. Non, et puis on Et puis voit l'âge aussi, ça ajoute à cette dimension sans filtre. C'est vrai qu'elles étaient agacées. Au fond, c'est intéressant parce qu'elles n'ont pas la même histoire aussi. Oui. 2 sont déportées de France, 2 autres sont déportées, l'une de Hongrie et l'autre du ghetto de Lodz. Donc c'est pas la même histoire, elles viennent pas des mêmes des mêmes milieux lieux. sociaux. Et au fond, le choix, c'est aussi ça. Enfin, Et puis certaines ont été déportées seules, d'autres avec leur mère c'est très aussi. différent d'être C'est déporté seul ou avec sa mère. totalement. Elles n'avaient pas le même âge non plus quand elles ont été Pas déportées. le même âge, mais enfin, elles étaient proches, mais Oui. avoir 2-3 ans de différence au camp, c'est énorme. Énorme. Donc au fond, puis la vie au ghetto de Lodz ou en Transylvanie n'a rien à voir avec la vie en France. Donc c'est pas la même histoire de déportation, même si c'est la même histoire de l'expérience des camps de la mort, enfin je veux dire de la Shoah. Et donc j'avais pas envie de faire un énième film où finalement les déportés ont beaucoup... on est à la fin de ces témoignages, et j'avais envie de filmer 4 femmes aussi. Ce qui est intéressant aussi dans leur approche de ce qu'elles ont envie ou non de raconter. Certaines vont, par exemple, Ginette Kolinka, qui va régulièrement dans les écoles, qui a besoin de témoigner, de passer ce qui lui est arrivé, que personne n'oublie ça. Et au contraire, je crois que c'est Judith, non? Judith, qui elle dit: «Non, non, moi je laisse ça aux livres d'histoire et j'ai absolument pas envie de raconter ça, ils le feront mieux que moi». Et c'est très, très intéressant ce dialogue qu'elles ont. Est-ce que vous vous attendiez, à ça? Est-ce que vous imaginiez qu'il pourrait y avoir de l'agacement? L'agacement, Entre oui, elles? mais enfin, une tension. Moi, j'ai toujours connu des femmes qui ont survécu à la Shoah. Et en général, elles ne se supportent pas. Ah Donc, bon? c'est compliqué. C'est pas qu'elles ne se supportent pas, c'est que c'est très difficile. Ce qu'elles ont vécu est tellement atroce que elles ne supportent pas le récit de l'autre. C'est pas le fait qu'elles ne se supportent pas en tant que telles, parce qu'il y a une atrocité, et qu'au fond tout récit semble sans importance par rapport à ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont perdu au camp. Donc tout semble pour elles très anecdotique quand l'autre dit les choses. Et c'est très intéressant aussi par rapport à l'émotion. Notamment, Ginette Kolinka qui dit à Isabelle, justement, Choco, c'est Isabelle, non, qui n'a pas pu finir le tournage, qui est... Oui, c'est Oui. Isabelle Choco. Une Et- femme assez étonnante parce que c'est des rares survivantes du ghetto de Lodz, et qui a une histoire aussi très... Oui, elle a vécu le ghetto pendant 4 ans C'est avant énorme. d'avoir été déportée, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout d'un coup que l'émotion la prend petit à petit, les larmes montent. Et nous, en tant que spectateurs, en tant qu'auditeurs, on a envie de recueillir ces larmes, on a tout de suite cette empathie qui nous vient. Et Ginette Kolinka est là et dit ah non, non, oh, tu vas pas pleurer. Bon, allez, quand est-ce qu'on mange là? Moi, j'ai faim. Et c'est incroyable parce que ça témoigne aussi de sa force, de pourquoi elle a survécu. Elle a survécu parce que Ginette, enfin, chacun a survécu avec sa propre personnalité. Et je pense que Ginette, elle a survécu en mettant à distance la tragédie dont elle était le témoin. Euh, et Ginette, c'est une femme je sais pas, qui a tout vu et qui n'a rien vu. C'est ça qui est très intéressant. J'avais une amie, ma Marceline Loridan Evans, qui disait: je comprends pas pourquoi on s'intéresse à Ginette, elle se souvient de rien. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que le fait de ne pas se souvenir, ça l'a aidé à vivre. Parce qu'au fond, Ginette se souvient de très très peu de choses. Euh, chaque femme, chaque survivant, le destin de ces êtres était de ne pas être là. C'est-à-dire le destin à Auschwitz, c'était pas de sortir d'Auschwitz. Donc elles se seront construites avec ça.
Est-ce qu'elles ont pu voir le documentaire? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Je ne sais pas, enfin, je pense que la dispute, ça leur a pas plu et c'est pas grave. Vous auriez aimé elles auraient aimé que vous coupiez ou Oui, oui. elles vous Enfin, l'ont demandé pendant le non, tournage? Non? non, je suis assez proche, de ces femmes. Heu, c'est difficile parce que Judith c'est très différent quand vous avez passé 40 ans à témoigner, quand vous n'avez pas, Mmh. donc le témoignage de Judith est très différent. Elle a très peu Témoigné. témoigné, Ouais. donc elle est beaucoup plus émue qu'Esther qui depuis presque qui a 40 ans, ce qui les a surpris, c'est le déplacement, le fait de déplacer, Mmh. les choses. Puis le lieu est magnifique. Heu, Vous avez tourné peut-être au printemps, j'imagine? oui, c'est au printemps. Oui, je voulais, les sortir. De toute façon, les 2 lieux où j'ai tourné quand elles étaient ensemble, je voulais les sortir d'un lieu où elles a en fait, elles sont dans des lieux les 2 lieux à Paris, le déjeuner à Paris et le déjeuner à la campagne. Elles étaient extrêmement surprises, d'être là. Et ça, c'est important aussi. Je voulais les déplacer. De toute façon, j'ai voulu constamment les déplacer. Et ce qui est Parce très, qu'il très marrant, y a un enfermement, le témoignage, bien on sûr. répète toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a un épuisement du témoignage. Oui et puis finalement, quand on regarde, on attend toujours la même chose. Ouais. On connaît, on Eh sait oui, et on attend. parce qu'au Et fond, ça arrive tard. Je oui, pense que Claude Lanzmann ne supporterait pas ce genre de film, parce que ce sont des témoins, mais ce sont des témoins, comment dire, c'est la répétition. Moi, ça m'intéresse aussi, mmh, la répétition. bien sûr. Au fond, à peu de choses près, on sait très bien ce qu'elles vont dire. Mmh. Alors forcément, elles n'ont pas la même histoire, mais et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller ailleurs, c'est de chercher autre chose. Avec le sentiment que je pouvais échouer d'ailleurs, pas très grave, mais je voulais chercher autre chose. Et Parce que juste d'abord, je connais bien les témoins de la oui, Shoah, heu, cette je connais bien le convoi, enfin ces derniers convois, parce qu'on connaît les convois en fonction de son âge aussi. Les convois à partir des derniers, les survivants aujourd'hui sont les convois de fin K43, K44, donc elles ont aussi vécu des choses semblables au camp. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements à l'intérieur du camp mmh, qu'elles ont vécu, mais que les déportés de 42 ou début 43 n'ont pas pu vivre. mmh. Je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes très clair, j'écoute. Parce que, par exemple, la figure de cette femme qui a été assassinée, enfin qui s'est suicidée, mais que les nazis ont voulu. Bah là, c'est ces convois de 60, à partir des convois de 69, 70, 71, 72, 73, qui ont pu voir les la ce drame que je raconte dans le film. Je vais peut-être pas le dire là parce qu'il faut Mmh. j'invite plutôt le spectateur Il faut absolument le à voir. voir le film, mais donc aussi j'essaie de m'intéresser à ce qu'elles avaient pu vivre ensemble au camp. Oui, Ça, c'est important oui, parce que ce c'est sont des très beau. convois qui sont elles ont été ensemble au camp, Mmh. ces 4 femmes. Elles étaient au même moment au camp, et ça, c'est important. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédé aussi. Et pour Esther, qu'on voit, qu'on suit pendant le documentaire, et Marie, on a la chance d'avoir, ces archives, on apprend aussi qu'elles ont vécu après ensemble et Oui, elles se sont, qu'elles ont recréé une famille, en elles ont fait. recréé une famille, Ouais. mais c'est une génération qui avait besoin après-guerre, pour vivre, Mmh. de recréer très vite, une famille. D'où venez-vous? Vous avez l'air d'être très, très, très intéressé par cette question, vous connaissez, vous dites que vous connaissez ces femmes-là avant et cetera, avant d'avoir tourné. Donc d'où venez-vous? Quelles sont vos origines? Pourquoi vous êtes autant intéressé par ce sujet? Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Parce que très tôt, d'abord, j'ai rencontré la l'histoire de la déportation, des proches, et puis, très vite, très tôt, je me suis beaucoup intéressé, très jeune, à la figure de Veil, de Simone Veil, par accident d'abord. J'étais enfant en 1978 lors de la diffusion du film Holocauste, Mmh. et 12 ans. J'étais extrêmement marqué par Simone Veil,
Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil très, très jeune, donc j'ai fait des films avec Simone Veil, j'ai fait énormément de choses autour Des livres aussi. des livres. Et la Shoah, ça a été aussi une façon... j'ai toujours vécu avec la Shoah. Alors c'est étrange, j'ai toujours filmé des femmes. Je crois que j'ai jamais filmé un homme. C'est assez étrange. Et donc ça... j'ai- C'était c'est quelque chose qui pour moi est fondateur de ma vie, quoi. Enfin, un événement, peut-être pas la seule chose, mais j'ai une familiarité avec les récits déportés. C'est peut-être pour ça que j'ai fait un film comme Les Filles Birkenau, qui n'est pas un énième film sur le témoignage. Oui, en fait, vous êtes permis ça. Oui, parce que j'étais proche de Marceline Low-Glory Evans, qui était, con- qui était au camp avec Simone Veil. Enfin, Vous avez genre, écrit un livre oui, justement avec elle, mais qui est sorti posthume. qui est sorti posthume. Et Marceline était assez dure avec toutes ces femmes. Et donc, je n'ai pas un rapport, comment dire, c'est ni un rapport de fascination, mais c'est justement pour faire entendre quelque chose qui s'est produit, quelque chose d'abominable que les hommes ont été capables de, de faire. Justement, la place de la femme dans vos documentaires, vous le mentionnez, est très importante. Euh, Quand vous parlez de Freud, vous expliquez que vous êtes plutôt intéressé à Anna, ou même Lou Andrea, elle apparaît beaucoup. Enfin, à chaque fois, les femmes reviennent beaucoup, notamment évidemment dans le documentaire sur Brigitte Bardot. Euh, je voulais savoir si vous espériez créer un lien avec vos héroïnes, que ce soit Brigitte Bardot ou que ce soit les filles de Birkenau, comme vous avez réussi à créer un lien avec Simone Veil. Est-ce que c'est une recherche pour vous quand vous créez un documentaire? Bah, je crée un lien avec Freud aussi. Oui. Alors, c'est pas un lien, moi je pense que c'est pas nécessaire d'être ami pour créer un lien. Donc, Bardot, la différence, c'est qu'avec Bardot, c'est un lien égoïste parce que j'ai créé un personnage. Un amour transi presque. Oui, j'ai créé un personnage qui existe et qui n'existe pas. Mhm. Donc c'est encore autre chose. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est mon hypothèse, et j'ai créé de toutes pièces ce personnage à partir d'un personnage que j'ai vu, que j'ai rencontré. C'est une démarche qui n'a... Euh, Brigitte Bardot, c'est autre chose encore. Mais, mais encore une fois, il y a toujours cette forme d'empathie qui est très très intense dans dans les films, Est-ce que vous savez, dans mes films. avec le recul, est-ce que vous avez compris avec le recul pourquoi Brigitte Bardot n'a pas voulu se prêter à votre caméra? Pourquoi elle vous a tenu à distance? Pourquoi elle a même été agressive lors de cette première rencontre? Oui, parce qu'elle est intelligente et que ce que je cherchais chez Brigitte Bardot, ça n'intéresse plus. Donc c'est déjà énorme. Mhm. C'est-à-dire, moi, je cherchais une femme qui a refait sa vie autrement, qui s'est reconstruite autrement, mais ce qui ne lui a pas empêché de me donner les clés de sa maison. Mhm. Ça, c'est important. Oui. Les liens sont jamais... Les liens sont pas forcément... à chaque fois, ils sont extrêmement différents. Moi, c'est par Anna Freud, au fond, que je pensais rencontrer Freud en m'intéressant exclusivement à Freud. Et en fait, en m'intéressant par accident beaucoup à Anna, j'ai pu faire ce film. Mais au départ, Anna n'avait pas la place qu'elle a occupée Mhm. dans ma vie et, et dans mon film. Bardot, j'ai une empathie pour cette femme. J'aime beaucoup, j'aime énormément de choses que j'aime. Chez cette femme, des choses que je n'apprécie pas, mais ça a peu d'importance. Euh, euh, et donc, j'ai un lien qui est plus proche de la fiction, ça tombe bien, c'est une actrice, Mhm. que les filles Birkenau Bien sûr. ou que Freud. Mais Anna Freud m'a permis de dépasser le cadre du... Grâce à Anna Freud, j'ai pas fait un documentaire sur Freud. Les mères reviennent beaucoup dans vos films. Alors, il y a les mères égoïstes, violentes, comme dans Truffaut, comme le documentaire sur Oui, Truffaut, c'est où vrai. il évoque cette mère.
la mère narcissique, comme la mère de Bardot, qui finalement est très centrée sur elle, sur son physique, le rapport au père de Brigitte Bardot. Puis aussi, il y a la question de l'amour maternel absolu qui est évoqué, justement dans Les filles de Birkenau. Comment les mères se comportaient-elles? Et puis, aussi, dans le documentaire de Freud par rapport au complexe d'Oedipe, et cetera. Donc la mère revient, sous toutes ses Oui, formes. c'est présent, mais alors je sais pas pourquoi, parce que mais c'est vrai que c'est présent, les mères. Et de Donc toute façon, les mères sont extrêmement pas présentes. la mère est-elle le centre du monde? Et Dans mon quelle... cas, pas du tout. J'ai une Non? relation assez froide à ma propre mère, OK, mais donc mais la mère est importante, évidemment, même quand on a une relation, difficile à sa mère. Tous mes bien sûr, personnages ont une relation à leur mère, très intense. très intense. Freud, en réalité, a une relation intense à son père. Et Oui. c'est beaucoup moins, mais c'est la relation au père chez Freud, qui est très forte, Mmh beaucoup mh. moins à la mère. Je réponds pas à votre question, Si, vous répondez tout à fait à ma sur question sur le lien de la mère, sur tout ça, tout à fait. Je n'en demande pas plus. Truffaut dit au début de votre documentaire, il dit que plus il avance, plus il devient craintif, plus il apprend, plus le travail devient difficile, plus il a conscience qu'il n'arrive pas à tout contrôler. Je voulais savoir si vous, avec votre expérience, au fil des documentaires, est-ce que vous êtes plus craintif ou au contraire vous sentez fort, de tout ce que vous avez appris, dans les réalisations précédentes? je me sens plus fort et plus faible à la fois. C'est-à-dire plus fort parce que je sais souvent où je vais, je cherche à faire des films qui me surprennent et donc c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est de rester, comment dire les choses? C'est à la fois, je me sens plus fort parce qu'évidemment, j'ai une assurance, je sais où je vais et en même temps, j'essaie toujours de ne pas savoir. Parce que ne pas savoir où on va, ça permet de en chemin, de faire des découvertes Mmh. et il faut jamais, c'est la fragilité, qui donne de la force. Pas la fragilité qui empêche, Mmh. mais la fragilité, heu, être toujours surpris, c'est très important. Freud, par exemple, c'est un personnage que je connaissais bien avant de faire le film. Je connaissais pas Anna. Anna m'a permis d'être surpris par certains aspects de Freud. Brigitte Bardot, je la connaissais mal, je la connais toujours mal, mais ça m'a permis d'écrire un personnage que j'adore. Mmh. Les filles Birkenau, c'est différent. C'est la Shoah. La Shoah, c'est un sujet que j'ai tellement abordé, j'ai écrit sur la Shoah. Mais ça m'a permis de faire un portrait de femme que je trouve absolument exceptionnelle. Exceptionnel. Donc, heu, donc à chaque fois, Truffaut, c'est différent. Je connaissais bien l'œuvre de Truffaut et des aspects que je connaissais pas de sa vie. Et donc j'ai essayé de faire un film qui pourrait ressembler à un scénario de François Truffaut, Mmh. qu'il n'a pas pu faire, Mmh. parce que c'est sa propre vie. Mmh. Heu, donc à chaque fois, je cherche comme ça j'aime raconter des histoires et j'aime m'appuyer sur d'autres vies, certainement pour parler de soi. Bien sûr. C'est par les autres que je parle donc c'est pour ça la question, il avait posé une question au début un peu trop personnelle, mais pas du tout à titre, c'est qu'au fond, je ne fais parler de moi qu'à travers d'autres. Mmh. Je ne veux pas vous répondre. Si vous me posez une question trop frontale, parce que j'ai pas les mots. D'accord. C'est pour ça que sans doute que je fais des films, Mmh. heu et je je vais vers d'autres vies. Mmh. C'est d'autres vies qui me permettent d'être éclairé sur ma propre vie. Vos documentaires sont très esthétiques, tous. Oui, c'est Il y vrai ça. a un certain grain, les couleurs sont très travaillées ou les noirs et blancs. Chaque détail, les images peuvent tout à coup se figer pour mieux entendre une voix off, ou tout d'un coup, il y a des phrases qui peuvent apparaître, en blanc sur noir et comme ça, on est obligé vraiment de comprendre les mots, de s'arrêter, de se figer en même temps que les images. Vous faites appel à nos sens dans chaque, documentaire. Est-ce au montage que vous décidez de ce rythme et de chaque élément de narration ou le savez-vous même avant de tourner? Comme dans un storyboard ou... Bah, j'essaie d'avoir un style, donc je sais que je fais des films tous mes films ont des points
qu'au commun, même si les sujets ne sont pas... non, c'est après ce montage. J'essaie d'être extrêmement précis, parce que, en fait, le reportage ne m'intéresse pas, la fiction m'intéresse beaucoup, et dans le documentaire, ce qui m'intéresse, c'est un temps précis qui me rapproche de la fiction, mais qui est purement du documentaire. Et c'est vrai, je suis très sensible aux formes, c'est comme ça, À, au grain. à quoi ressemble votre équipe de tournage? Est-ce que vous êtes seul? Combien il y a de personnes? Combien il y a de caméras? Il y a une caméra, parfois deux. Et Philippe Bercano, il y avait deux chefs-op de la lumière. Il fallait qu'elle soit belle. Enfin, c'était un Exactement. travail assez... mais souvent, c'est des équipes, on est 3 ou 4. Dans vos films, vous n'exposez pas seulement les faits chronologiques, mais vous avez un vrai point de vue. Donc, on mentionnait tout à l'heure Bardot, vous avez carrément créé un personnage en étant assez proche, à mon avis, mais vous vous permettez comme ça d'avoir un vrai point de vue. Euh, Est-ce qu'on vous l'a reproché? Est-ce qu'on a pu vous le reprocher, que vous, finalement, que vous êtes un personnage principal aussi de votre documentaire? Sur Brigitte Bardot, oui, mais dans les autres films, moins. Brigitte Bardot, parce que c'était intéressant. Moi, ce qui m'intéressait chez Brigitte Bardot, c'est la subjectivité. Mhm. C'est ma subjectivité sur Brigitte Bardot. On ne me l'a pas reproché, non. Mais c'est un style, on peut ne pas aimer. Je cherche surtout à faire de films objectifs, ça c'est sûr. Je ne crois pas à la puissance, je crois à la puissance de l'interprétation. Donc, ce qui n'est pas interprété ne m'intéresse pas. Je peux ne pas être d'accord sur mon interprétation, mais l'interprétation pour moi est fondamentale. C'est marrant, en disant ça, ça me fait penser à la religion. Justement, à la religion juive où on interprète, où on est tout le temps en train de critiquer, de décortiquer, d'interpréter. Bah, l'histoire de la psychanalyse est quand même très proche de cette méthode. Alors, même si elle n'est pas revendiquée par Freud, mais bien sûr qu'il y a une sorte de déconstruction. Mais c'est pas mon cas, parce que je suis pas du tout... C'est la langue que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre les hébreux quand j'étais très jeune, parce qu'il fallait que j'apprenne l'hébreu. Donc je suis à la fois profondément juif et pas du tout juif au sens religieux du terme. Donc il y a un décalage. De toute façon, il y a toujours du décalage. Je suis décalé parce que quand le film sur Brigitte Bardot, c'est certainement mon film le plus intime. C'est étrange, un personnage qui paraît si loin. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, en tout cas, on vous sent vibrer. Je suis totalement... je crois que j'ai jamais donné autant. Les films Birkenau, c'est différent. Chaque film est différent, mais c'est juste pour dire qu'au fond, un personnage qui paraît très loin peut vous amener à quelque chose de très proche de vous. Et un personnage qui peut vous paraître très proche de vous peut vous être étranger. Et ça, c'est intéressant. À quelles questions avez-vous répondu en créant chaque documentaire? Est-ce que ces films vous ont apaisé, réparé? Donc, Non. vous disiez que ça vous a appris des choses sur vous? Ça m'a appris des choses, mais je crois pas... Enfin, il y a aussi quelque chose qui est assez beau quand on fait des films ou quand on écrit des livres. C'est la notion de plaisir. Le plaisir, tout simplement. On est heureux parce que ça existe, parce que les autres trouvent ça bien. Pas que les autres trouvent ça bien d'ailleurs, c'est que vous avez réussi à dire quelque chose qui est entendu par d'autres. C'est ce qui me touche le plus, en fait. Là, récemment, j'ai fait projeter le Cybercano pour une classe, enfin pour 2-3 classes. Donc c'était des jeunes adolescents. C'était un lycée franco-allemand. Et c'était intéressant d'ailleurs. Et un garçon comme ça qui était vraiment qui est intervenu en expliquant qu'il avait été bouleversé dans le Cybercano lorsque Judith prend une feuille
elle parle du camp avec une feuille à la main. Ben, moi, ça m'a... Je crois de tout ce qu'on m'a dit sur le film, c'est ce qui m'a le plus touché. Il y a eu plein de gens qui ont dit des choses bien sur le film. Mmh. Mais cette remarque de ce garçon, et ben voilà, ça me touche. Ça me touche quelqu'un... parce que ça veut dire c'est comme un livre, il y a quelque chose qui est passé Mmh. et qui paraît comme ça très loin, mais qui est profondément intime dans le rapport qu'on peut avoir avec des tiers. La musique est très présente dans vos films. La musique, ça entraîne les choses, ça donne une interprétation. Alors, il faut qu'elle soit présente, mais il ne faut pas qu'elle soit écrasante. Donc c'est un moment, alors pour le coup, de grande souffrance. Et ça arrive à un moment où on croit que les choses sont déjà faites. Mais vous dites de grande souffrance parce que ça Parce qu'il faut la rebat les choisir, cartes? parce que ça rebat les cartes, parce que c'est très difficile De faire un choix? de faire un choix. Autant j'ai une idée en tête, Mmh. ces idées marchent et parfois ne marchent pas. Donc s'il y a des Euh, renoncements? ouais, et puis c'est des coûts très chers. Ah! OK. Enfin, il y a plein de choses, c'est pas qu'une histoire de coûts. Mmh. Mais, mais tout ça arrive à la fin du film. La musique arrive toujours à la fin. Mais ce qui est très beau dans vos documentaires, justement, par rapport à la musique, c'est que vous n'essayez pas de tirer nos larmes ou il y a pas ce côté Ah racoleur non, qu'on je peut supporte avoir pas. justement dans certaines Je musiques. supporte pas. C'est pour ça que ce que j'ai aimé dans le travail que j'ai fait sur la fille d'Arcanos, c'est qu'on est sensible, mais on ne pleure pas. D'ailleurs, aucune fille pleure. Mmh. Euh, Simone Veil n'était pas du genre à pleurer. Mmh. Enfin, et j'aime pas quand c'est. J'essaye de produire une émotion chez le spectateur, mais une émotion pour que le spectateur puisse ne pas être contraint Mmh. par ça, quoi, Mmh. ce côté lourd. Ce qui est intelligent, c'est qu'il puisse être sensible, mais c'est ce que ne soit pas enfermé dans le pathos, dans cette espèce de pathos. Je veux dire, pathos, c'est peut-être pas le terme, mais dans cette forme de pathologie Mmh. qui empêche tout, quoi. D'ailleurs, dans Qui empêche de penser aussi. D'ailleurs, dans votre documentaire sur Bardot, j'ai pas exactement en tête tout, mais je me souviens qu'il y a un passage où justement, vous expliquez qu'elle vient de tourner un film, je crois que c'est le film de Clouzot, De Clouzot, ouais. où justement il lui a appris, à se retenir, c'est ça? À Ah oui. retenir ses larmes, et cetera et vous dites, c'est grâce à ça en fait qu'elle devient l'immense actrice Eh oui, qu'elle se révèle. Donc c'est assez similaire, tout à fait. mmh mh. Dans votre film sur Guibert, cela commence, avec les noms des artistes morts dans les années 80 et cette façon, ce rythme que vous avez mis dans ce documentaire, ça m'a fait penser à Yad Vashem. Ça m'a fait penser j'y suis allée quand j'étais très petite et je me souviens de ce couloir avec ces toutes petites lumières scintillantes C'est et les très... noms des déportés, qui défilent. Et en fait, c'est très intéressant dans vos films parce qu'on parlait tout à l'heure de la religion, même si vous n'êtes pas pratiquant, même si tout ça, pour moi, ça n'a absolument aucune importance. C'est il y a quelque chose du judaïsme qui passe comme un lien comme ça, qui est dans tous vos documentaires. Il y a un lien avec les morts, ça c'est sûr, mais pas dans le culte des morts. Non. Ce qui me plaît beaucoup dans le judaïsme. Mmh. Alors il y a un lien parce qu'il y a une liste aussi. C'est peut-être la notion de liste. Mmh. Et la liste est toujours liée au crime de la Shoah. Mmh. J'avais envie dans ce film sur Kidner, dire tous les gens qui m'ont marqué, qui sont morts du sida. Mmh. À un moment très précis, parce que moi j'ai grandi avec le sida, mais je suis la génération qui savait le sida. Mais juste avant, les gens ne savaient pas. Donc, alors j'ai connu très peu de gens qui sont morts du sida, en fait, parce que j'arrive juste après. Mais j'ai été extrêmement marqué par ces années, et j'avais envie de rendre hommage, faire ce portrait où j'ai pas l'enfance, non, mais à partir de 14-15 ans, je n'entendais parler que de ces morts-là. Il se trouve que c'est des gens que j'aimais beaucoup.
dans vos documentaires, il y a une énorme place pour l'amour. Vous parlez aussi beaucoup de violence. Il y a la violence, que ce soit la guerre ou dans les familles ou dans le couple. Enfin, il y a Mmh. beaucoup de formes de violence dans vos documentaires, mais je trouve qu'il y a surtout l'amour. Donc, il y a déjà votre regard sur vos personnages et comment chaque personnage s'est construit, enfin, chaque héros ou héroïne s'est construit grâce à l'amour ou avec le manque d'amour. Oui, parce que l'amour a une place, centrale dans la littérature, dans, dans le théâtre, enfin, dans l'ensemble des arts, et puis tous les gens ont un point de vue sur ce sujet. Même les gens qui pensent ne pas être, pensent que l'amour n'est pas au centre de leur vie, alors souvent c'est au centre de leur vie. Donc c'est ça, ça m'intéresse aussi. Euh, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que au fond, la littérature, les arts, ça permet aussi de construire son propre discours amoureux. Et peut-être que c'est par le biais de la littérature, des mots, des films, qu'on aborde, qu'on invente aussi un langage amoureux qui est certainement plus fort que le langage amoureux que l'on vit. Il y a un décalage entre quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est vécu. Mhm. Mais c'est parce que c'est vécu ou c'est interprété que ça peut être écrit aussi. Je sais pas, je suis pas clair. Mais si vous êtes clair, C'est vrai. ne doutez pas. Je n'ai pas eu la chance de voir votre film Mon amour. Mais justement, je crois que vous êtes parti en Sibérie, c'est Oui, en ça? Sibérie. Et combien de temps a duré ce voyage? Et est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez là-bas? Non, mais ça a duré 3 mois. Je suis allé chercher des gens en faisant un film sur l'amour, sur le sache que c'est un film sur l'amour. Parce que si vous demandez aux gens de leur parler de l'amour, ils disent soit ils savent pas, soit C'est banal. ils vont chercher des choses incroyables, donc ce sera nul. Mhm. Donc j'ai abordé la question de l'amour à travers d'autres thèmes, et au fond, ces gens ne parlaient que d'amour, ce qui m'a permis de faire un film sur la mort et l'amour, sur la réparation. Euh, c'est un voyage comme ça, au fin fond, oui, enfin c'est tellement étrange ce film. Et pourquoi la Sibérie? Parce que c'est très loin, Mhm. parce que c'est le bout du bout. C'est vraiment, j'ai dû traverser, enfin faire des voyages en train de 6 jours sans interruption, et le paysage est semblable. Et donc je pense que la mort, c'est quelque chose comme ça, on imaginait, c'est un voyage infini, Mhm. où tout est pareil, tout est blanc. En plus, j'ai tourné, il devait faire entre -15 et -30, donc c'est un paysage blanc, neutre. Et de ce paysage blanc et neutre surgissent dans certaines gares, enfin c'est des petites gares, des gens qui... Et puis je suis allé chez des gens, je leur ai posé des questions sur leur vie, et en leur posant des questions sur leur vie, ils m'ont évidemment parlé de leur vie. Et donc la vie sans le lien amoureux, c'est pas la vie. Donc c'est devenu... Voilà. Vous aviez des interprètes ou Oui, comment? oui, j'avais des interprètes. Et c'était un voyage très difficile, mais très beau. Vous étiez seul? On était 3 ou 4. Vous êtes partis à 3 ou 4? Oui. Enfin, j'avais des Russes qui interprétaient pour moi. Mhm. Mais j'avais déjà fait des films dans ce pays. Mais là, je me suis retrouvé vraiment... et je pense ne pas parler le russe. Je parle très mal le russe. Ça m'a aidé. Parce on parle différemment à quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Parfois, on dit plus Mhm. de choses à quelqu'un qui ne parle pas votre langue que quelqu'un qui parle votre langue. Et c'est un film très intime parce que, encore une fois, parce que les gens parlent de la mort, du monde d'avant, parce que c'est un pays qui a vécu un monde avant, et l'URSS, l'après-URSS. Mhm. Et donc, il y a aussi cette mort. Il y a un monde avant la mort de l'URSS et après.
Et j'ai rencontré des gens qui avaient vécu ce moment. Et ça m'intéressait beaucoup. Ce double, avoir vécu dans 2 systèmes différents, et être orphelin. En Russie, les vies sont très courtes, sont très intenses et très courtes. Et l'amour a une place énorme, enfin dans la littérature russe, mais alors, et dans la vie des gens. Et comme ce sont des gens sans filtre, ça m'intéressait. Parce qu'il fallait surtout pas. Ce qui est intéressant dans un sujet comme ça, c'est de pas interroger des gens qui ont pensé le sujet, Mmh. des gens qui parlent, où leur inconscient disent des choses très fortes. Mmh. Plus les gens pensent, moins c'est intéressant. Mmh. Euh, Oui, plus c'est fabriqué. Ben oui, parce que ce qui est intéressant, ce qui ouvre la fiction, c'est la littéralité entre le document, une pensée savante et dans un roman, ce qui est très beau, c'est la crudité des choses, c'est le fait que les personnages sont crus, ils disent des choses. Si ça devient analytique, c'est chiant. Mmh. Et donc ça casse l'œuvre. Justement, vous mentionnez beaucoup les romans, les films. Quels sont les films ou les romans qui vous ont construit? Je sais pas, il y en a beaucoup. Euh, des films. Euh, Proust, par exemple, c'est un écrivain qui m'a énormément. Il y a une écrivaine française qui m'a vraiment beaucoup marqué. Les écrivains russes en général, Mmh. beaucoup. L'écrivaine française qui m'a beaucoup marqué, pour moi, c'est Duras. Parce que l'œuvre de Duras, c'est aussi une œuvre où il y a la langue, elle a un son. Mmh. Donc on peut l'entendre. Mmh. Et les personnages, dans l'œuvre de Duras, ont une simplicité et une profondeur et une complexité, Mmh. mais dans ce que la langue française a de plus extraordinaire, c'est-à-dire dans la simplicité. Et c'est vrai que l'œuvre de Duras a été pour moi extrêmement importante. J'ai pas de référence au sens de Duras, mais j'ai entendu qu'il y a quelque chose de magique dans la langue. Mmh. Et puis en plus, le personnage de Duras, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, J'ai la sensation dans vos documentaires que vous portez la mémoire, que vous portez les histoires des uns des autres, romancées ou non, et vous luttez pour conserver au mieux la place de ce que vous aimez et que vous admirez. c'est vrai, mais je peux pas répondre comme ça parce que je pense pas à ça quand je fais un film. C'est après coup. Mais c'est vrai que j'essaye de. En fait, on est marqué par les 20 premières années de sa vie. Mmh. Et au fond, on revient toujours sur des choses qui vous ont marqué à ce moment-là, ou 20 ou 25 ans, je sais pas. Mais je reviens toujours sur ce qui a été fondateur de ce que je suis, c'est-à-dire les écrivains que j'ai lus très jeunes, les auteurs qui m'ont intéressé, euh, la mémoire. Le monde dit disparu, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Alors, je me suis beaucoup intéressé aux Juifs de l'Est, et je me suis dit, je ne me suis pas beaucoup intéressé du côté paternel aux Juifs d'Afrique du Nord, qui est un monde aussi qui a totalement disparu. Et ça m'intéresse. C'est plus difficile pour moi parce que j'ai une culture très mitteleuropate, très européenne, mais je commence à m'y intéresser. Mais c'est plus difficile. Vous voyez, c'est plus difficile pour moi de produire, parce que d'abord, il y a peu d'écrivains de cette géographie qui m'ont intéressé vraiment. Donc je cherche. Je me dis peut-être que je devrais aussi aller vers... mais je ne sais pas. Quels sont vos projets actuellement? Je prépare un film sur Alberto Giacometti. Ah. Donc vraiment sur la jeunesse d'Alberto Giacometti, et qui est un sculpteur que j'aime beaucoup. Et voilà, un chanteur plein dans Giacometti. Et puis voilà ce qui m'intéresse vraiment, ce
que je prépare là. Et puis il y a une pièce de théâtre aussi sur les filles Birkenau. Vous écrivez la pièce de théâtre? J'écris je prépare un spectacle, non pas sur ces filles-là, mais sur une figure importante de la déportation, mais qui est inconnue en France. Voilà. Il y aura combien de personnages? Il y C'est un aura monologue? deux. Deux. Ok. Voilà, mais en ce moment, je travaille sur ces deux points, sur deux choses, quoi. Dans une deuxième partie de ma vie, j'aimerais beaucoup faire moins de films et faire plutôt un travail, le théâtre. Enfin, le plateau m'intéresse de plus en plus. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça, quoi. Dans les filles de Birkenau, moi, j'ai le lieu, la façon dont c'est organisé, même les plats. Le fait qu'elle mange, je trouve ça génial, die Gefühlte Fisch. Ouais, On dirait on est dans une pièce, on est complètement immergé dans cette pièce et on a envie de faire partie d'elle aussi. C'est ça qui est très beau dans ce que vous faites. C'est qu'on a vraiment de l'empathie pour chaque héros, chaque héroïne que vous je ne sais pas abordez. si elles ont vu ça, parce qu'elles sont dures aussi. Elles sont dures avec elles-mêmes. Ginette, oui, parce que Ginette, elle se fiche de tout. Donc tout. Allez, pour Ginette, c'est bien, tout est bien. Julie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été très sensible. Esther est une femme qui a vécu une chose. Enfin, la vie d'Esther est très très dure aussi. Ouais. Donc je suis très sensible aussi à la vie de Esther. Mais ce qui m'a intéressé, enfin, chez Philippe Birkenau aussi, c'est qu'elles sont au bout de la vie. Enfin, je veux dire, elles ont presque 100 ans, donc elles sont seules. Elles ont eu des hommes, elles ont eu un même mari. Les hommes sont morts. Donc elles sont vraiment... ça me fascine. Vivre presque 100 ans. Euh, donc, le camp, c'est très loin. C'est présent, mais c'est très loin. Et ça m'intéressait, ce rapport au temps. Parce que ça n'a presque pas de sens de demander à des gens de se souvenir 80 ans après. Ça peut être qu'une mémoire très imprécise. Et c'est ce qui m'a intéressé. Mais c'est une mémoire de sens aussi. Le sens de ce qui reste. De ce qui reste. Qu'est-ce qui est resté après tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui reste? C'est pas la même chose qu'il met des témoins quand elles ont 60 ans, 70 ans, 80 ans et 100 ans. C'est autre chose. Mais il y a un élan vital qui est là, malgré tout. Ça me fait penser à Marceline Loridan. Simonet qui m'a donné ses coordonnées, c'était il y a quand même 25 ans. J'ai dû finir, je suis allé la voir un soir, je pensais finir à 21h, je crois que je l'ai quitté à 1h30 du matin, donc je ne m'attendais pas du tout à ce genre de femme. Mais c'est différent, parce que Marceline a un caractère était extrêmement transgressif. La plupart des déportés ne le sont pas. Donc c'est ça qui est c'est intéressant chez Marceline, c'est intéressant. Et elle avait une façon de parler du corps. D'ailleurs, le corps revient énormément dans vos documentaires. Avec un beau livre qui s'appelle L'amour après. L'amour après. C'est le titre que j'aurais aimé avoir pour mon film, mais elle avait déjà pris. Je l'avais dit d'ailleurs. Elle m'a dit, tu me prends pas mon titre. Hein. Mais ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Mais si Marceline avait été dans ce déjeuner, ça aurait été un carnage. Ah oui, ça j'imagine très bien. Mais ça aurait été très intéressant. Intéressant, parce qu'elle aurait amené... déjà, elle aurait trouvé que la plupart des filles disaient des choses nulles. Ça aurait été un carnage, c'est sûr. Ou peut-être pas, d'ailleurs, je sais pas. C'est pas parce qu'elle pouvait être tendre, donc je sais pas. Elle pouvait avoir des moments... Il fallait la gagner. J'ai l'impression qu'il fallait vraiment créer une confiance. Elle ne la donnait pas tout de suite. Non, je me suis toujours demandé, tiens, si elle avait été là. Mais déjà, le temps de Marceline, c'est fini. Oui. Parce que la mort emporte aussi... les filles Birkenau, c'est vraiment la fin de la fin. Je sais pas comment dire. Vos documentaires, c'est
c'est une façon de ne pas oublier, de ne pas vous oublier aussi. Quand je regardais vos documentaires, je me souvenais d'une phrase que j'ai lue dans une pièce de théâtre il y a des années, que j'ai adorée, qui s'appelle Face de cuillère de Lee Hall. Et en fait, je me souvenais de la fin, et je peux vous la lire, je Oui, peux bien vous lire sûr. juste cet Ça extrait. m'intéresse beaucoup. Elle dit: Mais penser que je ne serai plus est impossible puisque je suis là. Et quand je ne suis pas là, il y aura toujours des vaches et de l'herbe, des légumes et des radios et des téléphones et des cardiologues et des plats de soupe et des cuistots et des chapeaux et des chaussures et des Walkman et Teeny Tears, la poupée qui pleure, et des synagogues et des plages et du soleil et des tours sous la pluie et des films et de la musique et mon manteau et mes chaussures et des voitures et des slips et des colliers et ma maman et papa et les fleurs. Partout, il y aura quelque chose dans le monde entier. Tout sera au complet, sauf moi. Et il n'y a même pas un trou là où j'étais avant. Et à part dans les gens qui se souviennent de moi et de comment j'étais, il n'y a rien qui manque de quand j'étais là. Il n'y a pas de place dans l'univers pour les gens qui sont partis. C'est magnifique. C'est qui? Lee Hall. Ouais, c'est Et magnifique. c'est une pièce de théâtre, mais hallucinante. Et ça finit par le Kaddish, justement. C'est beau, hein. Et c'est très beau. Et cette phrase m'a accompagnée pendant que je regardais vos Là, documentaires. c'est très très beau. Je vais faire une photo. C'est vraiment très beau. Très, Bah, très je vous beau. l'offre, hein, gardez-le. C'est vrai? Il est un peu annoté, mais gardez-le. C'est vrai? Bien sûr, Ah, avec bah, plaisir. ça me touche beaucoup. J'adore transmettre et partager. Moi, je vous ai amené mes 2 livres. Ah, génial. Celui avec Simone Veil? Ouais. Génial. Ah ouais, c'est très beau. Bah, je suis très content.